Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Les titres du journal. Présidentielle de 2021, l'UDH Yuki crée un fonds pour soutenir son candidat Guy-Brice Parfait-Kolela. Éliminatoire Coupe du Monde de football a battu l'Angola 2-0 au stade Alphonse Massamba Deba. Dans cette édition aussi, nous reviendrons sur les festivités marquant le 73e anniversaire du réveil spirituel de l'église évangélique du Congo. Merci de nous rejoindre sur DRTV. Tout d'abord, rendons-nous dans le département du Niari où une cérémonie d'émulation scolaire comptant pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 a été organisée au lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Bunda, au cours de laquelle les plus méritants ont été récompensés pour ce premier trimestre. Le premier de l'établissement est Milka Gaya, élève en classe de 6e avec une moyenne générale, tenez-vous bien, de 18,12 sur 20. Comme quoi, le meilleur est toujours à venir. De Montez Mavungu. À l'initiative du staff dirigeant du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda à Dolisie, les élèves les plus méritants au premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 ont été primés à l'occasion d'une émulation scolaire organisée le samedi 18 janvier 2020. Ce lycée réparti en 2 degrés dans le collège et le lycée compte à nos jours 370 apprenants répartis dans 21 classes pédagogiques. Depuis sa création en 2011, ce lycée reçoit par année 60 meilleurs élèves ayant satisfait au concours d'entrée prévu à cet effet. Pour l'émulation de ce jour, ce sont les meilleurs élèves ayant obtenu des résultats allant de 17 à 18 de moyenne pour le collège et 16 à 17 de moyenne pour le lycée qui ont reçu des mains des responsables de l'enseignement des prix ici présents. Dans son mot de circonstance, le professeur du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda a rendu un hommage mérité au président de la République avant de circonscrire la trame de l'événement. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage, d'une part, à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son inspiration aristocratique à vouloir mettre en place les écoles d'élite, sans oublier son vaillant lieutenant, j'ai cité M. Anatole Koliné-Makosso. De cette œuvre, l'émulation peut se lire comme l'acte pédagogique par excellence qui a pour souci primordial l'activation d'une conscience compétitive au sein du monde des apprenants comme acte pédagogique. L'émulation suscite donc la prise de conscience factuelle, facteur stratégique d'un véritable élitisme. Elle est aussi un véritable motif de motivation pour qui veut faire mieux. Les lycées d'excellence sont des écoles spécialisées, créées dans le but, si vous me permettez l'expression, de fabriquer la crème intellectuelle du pays, crème qui saura, avec civisme, prendre les rênes de notre nation. Après le bref aperçu des résultats scolaires par le directeur des études du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda, c'est finalement l'élève Gayane Milka Ngondo de la 6e qui a été placé au premier rang de l'établissement avec 18,12 de moyenne, ce qui a fait qu'elle reçoive le prix du meilleur des meilleurs. Les autres élèves méritants ont tout aussi été primés. Au terme de l'émulation, nous nous sommes rapprochés de la meilleure de l'établissement. J'ai fourni mes efforts pour travailler. J'ai pris mon travail au sein. Je ne suis pas venue ici là pour m'amuser, mais je suis venue ici pour travailler. Et puis, ce rendez-vous annoncé dans les titres, samedi dernier, la rentrée politique de l'UDH Yuki, traduisait Union des démocrates humanistes Yuki, a été marquée par le lancement d'une quête en vue de soutenir la candidature de son président Guy-Brice Parfait-Kolela à la prochaine élection présidentielle. Une somme de plus de 2 millions de francs CFA a été collectée. Séance tenante. Les explications de Irma Oko Dini.
Guy-Brice Parfait Kolela sera candidat à la présidentielle de mars 2021. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours de la rentrée politique de cette formation de l'opposition. Rencontre qui a regroupé les membres et sympathisants de l'Union des démocrates humanistes Yuki des différents arrondissements de Brazzaville. Une manière pour le président de l'UDH Yuki de suggérer quelques propositions aux autorités, notamment sur le dialogue inclusif. Dialogue qui sera centré sur la question du conflit du pôle et celle de la gouvernance électorale avec le fichier électoral biométrique, ce en vue d'apporter aux Congolais une autre perspective, celle de l'espoir. Mes chers compatriotes, pourquoi sommes-nous candidats à la candidature de l'élection présidentielle de 2021? Notre candidature part d'un constat. Le constat est le suivant. Après une dizaine d'années, période à laquelle le Congo a connu une embellie financière et économique, le Congo est retombé aujourd'hui dans des difficultés financières énormes. Les retraités ne sont pas payés, beaucoup d'arriérés de salaire pour les étudiants, beaucoup d'arriérés de salaire pour beaucoup de catégories socio-professionnelles. Nous nous sommes battus pour signer des accords avec le FMI. Et le FMI nous a imposé 48 mesures. Sur les 48 mesures, nous n'arrivons même pas à les appliquer. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aura seulement appliqué 11 ou 15. Cela montre les difficultés dans lesquelles le Congo se trouve. La gouvernance politique, économique, financière est mauvaise. Le Congo que je veux, c'est l'accès à la justice de tous. Le Congo que je veux, c'est la lutte contre la corruption. En 2019, cette grande formation politique a pu implanter son parti sur l'ensemble du territoire national. Nous a-t-on appris. Dès le premier trimestre de cette année, un forum pour le plan parfait pour le redressement du Congo sera organisé, a indiqué Guy-Brice Parfait Kolela. Il est à noter que cette cérémonie a été agrémentée par l'artiste musicien Zao avec sa célèbre chanson « Ancien combattant ». Nous voulons la paix. Tout à fait autre chose a ouvert vendredi dernier le sommet de Lomé sur la lutte contre le trafic à des faux médicaments après fin samedi dans la capitale togolaise. La République du Congo qui lutte contre ce fléau a été représentée par Jacqueline Nidia-Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement qui a regagné la capitale. Le commentaire de Giscard Maungu. Sur la table, les chefs d'État ou leurs représentants sont en train de signer la déclaration de politique et l'accord cadre sur la criminalisation du trafic des médicaments et produits médicaux. Manière pour les participants d'accentuer encore la législation dans le cadre de lutte contre ces faux médicaments. Le trafic de faux médicaments est l'un de ces fléaux. Il est infiniment plus grave que celui des faux produits de luxe ou des faux logiciels ou même des fake news dont on ne cesse de parler actuellement. Les faux médicaments, c'est de la falsification. Ce drame tue. Et c'est connu de tous sur le danger des médicaments falsifiés et de qualité inférieure. D'ailleurs, tous les chefs d'État présents ou leurs représentants n'ont eu de cesse à appeler au renforcement de la lutte. Qu'il s'agisse de l'Ougandais Yoweri Museveni, du Sénégalais Macky Sall ou du Congolais Denis Sassou Nguesso, il faut davantage d'action dans cette lutte. Le discours du président de la République du Congo a été lu par sa ministre en charge de la santé et de la population, Jacqueline Nidia-Mikolo.
La déclaration de Lomé et l'accord cadre devront permettre entre autres aussi d'introduire rapidement de nouvelles législations visant à criminaliser le trafic de faux médicaments de façon harmonisée et aussi de signer et de ratifier la Convention Médicrime et la Convention de Palerme contre la criminalité transfrontalière organisée. Nos gouvernements ont été instruits par les chefs d'État pour se mettre à l'œuvre et finaliser l'accord cadre que les chefs d'État vont signer avant la fin de cette année. Donc nous sommes déjà dans l'action. Il faut que cet accord cadre soit signé et mis en œuvre par les pays africains. C'est le président togolais Faure Gnassingbé qui a patronné la rencontre de Lomé et chacun venait ici marquer son accord par une signature dans la lutte contre le fléau de faux médicaments contenu dans la déclaration de Lomé. Le sommet a aussi mis sur orbite la feuille de route de l'initiative de Lomé. L'actualité, c'est aussi les dirigeants des principaux pays concernés par le conflit qui déchire la Libye depuis près de 10 ans, qui se sont engagés dimanche à Berlin à respecter l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations Unies et à renoncer à toute interférence étrangère dans le conflit. Les participants ont aussi appelé à un cessez-le-feu. On retiendra aussi que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, doit poursuivre sa médiation interlibyenne. Le reportage de Célestin Okano Erika de la presse présidentielle. La conférence internationale de Berlin sur la Libye, qui a réuni 11 pays du monde avec l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe autour d'une table ronde, a eu de longues discussions contradictoires focalisées sur l'avenir de la Libye. Ici, à la chancellerie fédérale, la communauté internationale est animée par la volonté de parvenir à un accord global et durable pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays dévasté par la guerre. Mais le manque de dialogue sérieux entre le maréchal Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, qui se disputent la Libye, n'a pas du tout facilité les pourparlers de Berlin. Néanmoins, on peut noter au sortir de cette conférence une petite avancée vers la paix. Notamment, les participants se sont engagés à respecter sans équivoque et pleinement l'engagement sur les armes institué par la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011. Ils ont appelé à la cessation des hostilités et à un cessez-le-feu durable. L'autre point fort salué est que les pays étrangers ont renoncé à toute ingérence dans le conflit libyen. S'agissant du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la conférence a enjoint son président Denis Sassou Nguesso à poursuivre la médiation interlibyenne. Reconnaissant les efforts déployés par ce comité, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan envisagent d'envoyer un groupe d'experts allemands et turcs à la prochaine réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, prévue le 30 janvier à Brazzaville. Peu avant la tenue de cette conférence, l'après-midi du dimanche 19 janvier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été d'abord reçu en matinée par la chancelière allemande Angela Merkel. Une chaleureuse réception qui a permis aux deux hautes personnalités d'échanger sur la politique internationale avant d'évoquer la coopération bilatérale entre les deux pays. Rien que cette attitude des deux chefs d'État renseigne sur leur ambition de renforcer l'axe Berlin-Brazzaville. La veille de la conférence de Berlin sur la Libye, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré le président Denis Sassou Nguesso, question d'harmoniser leurs éléments de langage, ce qui fut fait lors du déroulement des travaux de la conférence de Berlin. À Brazzaville, sur invitation de Lambert Kyonga, fils de Kimongo, les ressortissants de Kimongo et de Landlakai, résidant à Brazzaville, se sont retrouvés dimanche pour échanger sur les mots qui minent leur contrée en vue de proposer des solutions qui vaillent. Pour l'histoire, Kimongo et Landlakai sont deux districts du département du Niari. Vincent de Paul Koubemba nous fait le point de cette rencontre citoyenne. Il représente la diaspora Sundi de Kimongo à Brazzaville. Dimanche, ils se sont retrouvés pour parler de la vie socio-culturelle du district. L'initiative est à mettre à l'actif d'un fils de Kimongo, l'abbé Lambert Kyonga. Au
cours de cette concertation, l'initiateur a voulu échanger avec ses frères et sœurs de la diaspora résidant à Brazzaville. Lambert Kyonga, faisant le parallélisme avec Jérusalem et Kimongo, a fait remarquer à l'auditoire que, quelle que soit la déportation, l'Égyptien n'a jamais oublié sa Jérusalem natale. À l'instar des Juifs, l'initiateur a exhorté les originaires de Kimongo à travailler pour sauvegarder leur contrée. Dans les échanges, la question de la route d'Olizy-Kimongo de la Caille, 45 km, a suscité plusieurs réactions dans l'assistance. Perçue comme un moyen de désenclavement, la route d'Olizy-Kimongo de la Caille est dans un état de dégradation très avancé. La route de Kimongo, si nous devons faire l'autopsie de la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la route est presque impraticable? Entre autres, c'est de gros véhicules conteneurs qui passent par cette route qui n'a pas été préparée pour ce genre de tonnage. À ce moment-là, est-ce que ceux qui causent ces dégâts peuvent être capables de les réparer? Peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils payent leurs taxes. Ce n'est pas notre problème, nous ne sommes pas l'État, nous sommes des usagers de la route, les bénéficiaires de cette route-là. Donc nous avons le droit de nous plaindre que notre route devient mortelle. Nous nous sommes obligés de nous asseoir pour nous dire un petit mot au sujet de la route. Mais pourquoi, à notre temps-là, des intellectuels vont s'enfermer dans une chambre pour pleurer? Pourquoi? Pourquoi on va pleurer? Mais on doit simplement faire entendre notre voix pour dire « Nous sommes en train de couler. Venez à notre secours. » Ce n'est pas mauvais que de crier quand on est en train de se noyer. Ce n'est pas mauvais que de demander un secours. À cela, à qui appartient le pouvoir de réaliser quelque chose? La route est complètement cassée. Je pense c'est aussi le fait de ces tonnages-là qui exploitent cette route. Mais ceux-là qui exploitent cette route, peut-être qu'ils sont conformes avec l'État, mais alors que l'État nous redistribue notre bien, à nous aussi. Au cours de cette concertation, la diaspora s'est convenue de la mise en place d'une commission chargée de faire des propositions afin de traiter les différents maux qui freinent le développement de Kimongo. Lambert Kyonga, les jeunes et les aînés ont saisi cette occasion pour se présenter les vœux de Nouvel An. 2 heures pour parcourir 45 km. C'est trop luxueux que nous sommes tombés à la catastrophe. C'est-à-dire que avoir accès à Kimongo par véhicule, c'est trop onéreux. C'est trop honorer le peuple soudi que de lui permettre d'aller par véhicule à Kimongo. La route est presque cassée. Ma Jérusalem céleste, je ne peux plus y aller. Ma Jérusalem céleste, pour aller déposer un sac de ciment, je suis obligé d'utiliser une Jakarta. Si je t'oublie Jérusalem, si je t'oublie Kimongo, que ma langue se dessèche. À nos aînés, je vous convie de voir que votre avenir ne se trouve pas dans le passé. Nous devons continuer à écrire notre histoire dans le présent afin de laisser du solide à ces jeunes qui interprètent notre conscience. Lambert Kyonga a exhorté la diaspora de regarder dans une même direction. Nul ne peut se développer seul, a-t-il conclu. Allez, on passe à la religion. Le 73e anniversaire du réveil spirituel au sein de l'église évangélique du Congo a été célébré dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, des cultes d'action de grâce ont été organisés. Maureen Mabele et Michael Massamba ont fait la ronde de quelques paroisses du consistoire de Brazzaville. À suivre. Il est 12 heures. La cloche a sonné dans toutes les paroisses de l'église évangélique du Congo à travers le pays à la même heure. C'est le symbole de l'appel du réveil spirituel dans l'église évangélique du Congo. L'église évangélique du Congo
a soufflé ses 73 bougies de l'arrivée du réveil spirituel à Ngwedi dans le département de la Bouenza, un certain 19 janvier 1947, incarné par le pasteur Daniel Ndundu. Les chrétiens de l'église évangélique du Congo, chacun dans sa paroisse, pour un culte unique de 9 heures, sont allés implorer Dieu afin de garder intact ce réveil. Au temple de Mayangi, au plateau des 15 ans et de Wenze, les chrétiens étaient au rendez-vous afin de renoncer et de détruire les autels que certains ont construits dans leur maison, dans leur vie, ainsi qu'au sein de l'église évangélique du Congo, de se confesser de toutes les fautes commises. Ce sont 13 ans de réveil spirituel, le mouvement le plus long du monde, mais aujourd'hui, certains chrétiens pensent que ce mouvement est en berne depuis la disparition du pasteur Daniel Ndundu. Et que disent les hommes de Dieu à ce sujet? Nous demandons à tous les chrétiens de revenir à la case du départ, parce que nous avons eu cette grâce. En 1947, l'ES a reçu le réveil spirituel. Et nous demandons aux chrétiens de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, de continuer à demeurer dans la présence de Dieu au travers de la parole de Dieu et de la prière. Le réveil est là, que les gens ont essayé un peu de dérouter. Mais maintenant, avec l'aide du Seigneur, tel que les autorités nous l'ont demandé, on fait de revenir au pied du Seigneur dans la pratique surtout des dons spirituels, dans l'exercice des dons spirituels. Le réveil n'est pas lié à l'action d'une seule personne. Le réveil vient de Dieu qui le donne à son Église. Il s'agit donc de vivre ce réveil. Ce sont donc ceux qui le reçoivent, les chrétiens principalement. C'est à eux de le témoigner dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre. Le réveil ne peut pas mourir. Ce sont les hommes qui ne font pas attention à ce que Dieu veut. Mais quand nous sommes disposés à vivre selon la volonté de Dieu, alors le Seigneur nous ramène vers lui et nous donne également de vivre les bienfaits du réveil. Donc le réveil est toujours là. Il s'agit donc de donner au Saint-Esprit la possibilité de nous faire vivre. On ne peut pas aujourd'hui donner à Dieu une réponse quand on ne lui donne pas la première place. Quand nous nous ouvrons notre cœur, Dieu travaille et Dieu nous réveille et fait croître l'Église dans tous les domaines et fait aussi bénéficier la nation du fruit de réveil. Par rapport au Mokimi, l'église évangélique du Congo et la société tout entière, il y a eu des intentions de prière afin de remettre le Congo, l'église évangélique du Congo, à la seigneurie de Dieu, d'agir sous ses dirigeants pour la restauration des dons perdus ou qui sommeillent et de détruire les autels sataniques érigés même au sein de l'église évangélique du Congo. L'autel, c'est un lieu d'adoration, là où un enfant de Dieu se met à prier son Seigneur. Mais cependant, il y a aussi des autels sataniques que les gens ont érigés dans leur maison pour prier le diable. Et voilà pourquoi nous constatons qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'église. Que ce soit au milieu des serviteurs, que ce soit au milieu des fidèles, il y a des gens qui ont érigé les autels de Satan dans l'église. Voilà pourquoi en ce moment il y a la division, il y a beaucoup de choses qui se font voir. Et nous nous sommes mis debout pour détruire ces autels-là au nom de Jésus. Le réveil spirituel est là depuis 73 ans dans l'église évangélique du Congo. Il ne reste plus qu'au leader de l'église de bien le canaliser comme l'avait fait Daniel Ndundu avant sa mort.
Les chrétiens de la paroisse de Gamaba ont eux aussi célébré cet anniversaire. Au terme du culte organisé dans cette paroisse, le pasteur Delphin Christange Bayula, responsable de la paroisse de Gamaba, s'est prêté à notre micro. Ses propos ont été recueillis par Gervin Boaka. Il y a des accomplissements déjà qui sont dans ce réveil spirituel depuis que le Seigneur avait laissé que le Saint-Esprit puisse venir diriger cette église par ce feu qu'on appelle donc le réveil spirituel. Il y a des accomplissements, mais il y a cette partie non accomplie. Non accomplie, la parole de Dieu est prêchée partout. Nous constatons des fruits de repentance, les gens se répandent. Ça, il y a le feu. Mais il y a une partie du réveil spirituel qu'on rappelle toujours pendant que nous sommes dans ce moment où nous rappelons donc ce réveil spirituel, où le Seigneur nous avait dit que le chrétien, l'EEC, doit se mettre au travail, cultiver, planter, élever. Là, c'est un secteur qui est encore mal exploité. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous avons beaucoup même de problèmes financiers, économiques dans notre église. Donc il faudrait que cette partie, pendant que nous célébrons ces moments du réveil spirituel, que chacun se rappelle et se mette au travail et mettre du sérieux dans le travail afin que l'église aille de l'avant comme un oiseau qui a les deux ailes qui doivent lui soutenir dans le vol pour aller plus loin. Donc le vol côté spirituel et le vol côté économique. Ça, c'est le vrai réveil spirituel que nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on se mette au travail. La communauté chrétienne appelée aujourd'hui Église évangélique du Congo est le fruit de la mission scandinave. Tout a commencé à Ngwedi, dans le département de la Bouenza, le 19 janvier 1947. Le pasteur Alphonse Lusaku, historien de l'Église évangélique du Congo, nous replonge dans l'histoire. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Michaela Massomba. Le 19 janvier 1947, c'est le déclenchement du mouvement afin de venir réparer toutes ces crises qui sévissaient au sein de la mission évangélique suédoise. Et c'est un pasteur, pas de l'église évangélique de Suède, mais de l'église baptiste, donc en provenance de Wesso, de passage à Ngwedi, c'est lui qui était chargé de donner le message de Dieu. Il y avait un élève malade en Ngwedi à cette époque et il ne voulait pas se faire soigner à l'hôpital, mais il voulait que Dieu le guérisse miraculeusement. L'élève, c'est Bouanaki Bongi. Et c'est lui, finalement, qui se lève, qui prie. Il crie « Oh Jésus !» Il dénonce les mots. Et probablement, aucun Congolais présent ne savait ce qui se passait. Mais les Suédois savaient déjà que le réveil demandé, le réveil tant attendu est là. Et quand ça se déclenche, les témoins oculaires parlent d'un feu, comme un feu, une puissance qui était en train de consumer leur vieil homme. Et au sein de la mission, on commençait à assister à des confessions publiques. Quelqu'un se lève comme ça,
parle de son infidélité, la femme présente, et il peut même prononcer que moi je sortais par exemple avec madame Intel. Présent, il n'y avait aucun divorce. Tout se réglait vraiment à l'amiable. Les gens avaient envie d'écouter maintenant la parole de Dieu et on va assister donc même à une journée qu'on peut appeler nationale parce qu'en Ngouidi, tout le Congo était représenté par les élèves, par les étudiants. Toute l'église était là-bas. Les missionnaires ont avoué auprès des Congolais leur manquement et les Congolais avaient fait de même. Et donc de janvier à juin, le mouvement, quand on lit l'histoire, le mouvement est concentré au niveau de la station de Ngouidi. Maintenant, après juin, il y a les congés. Les étudiants repartent dans leur consistoire ou dans leur station respective. Et l'histoire montre clairement que ce sont ces étudiants-là. Par exemple, Liki Jean, étudiant en Ngouidi, originaire de Sibiti. Quand il repart, il prêche et c'est après la prédication de Jean Likibi à Sibiti que le mouvement se déclenche. Amadia, c'est la prédication de Lerenkunku, étudiant en Ngouidi, qui fait déclencher le mouvement. À Moussana, c'est la prédication de Bouane Kibongi pendant les grandes vacances. Étudiant, toujours en Ngouidi, qui fait déclencher le mouvement. À Brazzaville, un certain Mabonzo, étudiant en Ngouidi, qui prêche et le mouvement se déclenche. Mais la première station, par rapport à l'histoire, après Ngouidi, c'est Indo-Sibiti. Voilà, parlons sport avant de nous séparer. La formation des Diables Rouges Dames des moins de 20 ans de football a battu 2-0 les Welwichia de l'Angola hier en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football Dames U20. Le match retour aura lieu dans 2 semaines à Luanda en Angola. Evrar Tikasomba était au stade Alphonse Massamba Débat. Elles ont fait l'essentiel. Les Diables Rouges Dames U20 se sont imposées devant les dames de Welwichia d'Angola. 2-0 en ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de cette catégorie. But inscrit en deuxième période du match, d'abord à la 55e minute par Doris Senga et le second dans les derniers instants de la rencontre par Queen Bwanga. Une belle performance que l'entraîneur des Congolaises entend rééditer au match retour. C'est un bon pas que nous avons pris. Le peu de temps qui nous reste pour le match retour, nous allons nous préparer et corriger les faillites que nous avons vues sur le terrain. Ce que je vais demander, c'est que cette équipe-là, on doit leur faire confiance. C'est une équipe jeune. La majorité, elles n'ont jamais porté le maillot du pays, donc défendre le pays, à l'exception de la capitaine qui est déléguée, mais les autres, elles n'ont jamais fait une telle campagne. Donc, pour elles, c'est une découverte. Alors, nous devons leur donner le temps de se former, le temps d'améliorer les qualités techniques et tactiques, même physiques, qu'elles détiennent. Battu, mais tout est toujours possible, a déclaré Sandra Dias, entraîneur des dames U20 d'Angola. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que d'abord, elle va analyser cette première jeu avec les promeneurs. Parce que après préparer le prochain match.
Les Diables Rouges sont donc avertis. Reste alors la préparation pour le match retour prévu à Luanda en Angola le 12 février prochain pour obtenir leur qualification au prochain tour. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur DRTV.